Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, pas toutes. Marion Outrebon. Bonsoir Virginie Rajkumar. Bonsoir. Donc Marion Outrebon, psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de l'ACF. Virginie Rajkumar, psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de l'ACF, l'association de la cause freudienne. Et notre invitée, Paola Martinez Takegami, ce soir. Alors, ce soir, c'est donc la deuxième de Cause du désir. On va encore faire un petit rappel sur comment est née cette émission, émission qui est née de la rencontre entre plusieurs désirs décidés, celui de Rabat d'abord, et de Marion et moi, au départ autour de la diffusion et de la promotion de la journée autour de l'Institut psychanalytique de l'enfant, Enfants violents. Ça a été l'occasion en fait de faire une toute première émission et en sortant, eh bien, on s'est dit encore. Et voilà, donc on est parti pour l'aventure tous les premiers vendredis du mois. À essayer de tenir cette émission qui va s'intituler Cause du désir. Ouais. Cause du désir, parce que quoi, cause du désir ? Parce que causons du désir d'abord. Oh oui, causons-en. Et causons le désir. Aussi. Peut-être en causant d'ailleurs. Oui. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de causer du désir, de causer le désir. Et là, en l'occurrence, on profite toujours de ce thème enfant violent pour cette journée qui a lieu le 16 mars, qui est assez complet, complètement complet. Voilà. C'est trop tard, messieurs, dames. Pour autant, on va cette fois axer cette réflexion autour de psychanalyse enfant violent avec la danse. La dernière fois, c'était avec notre invité psychologue scolaire en lycée. Et là, c'est avec notre invité autour de la danse. Je te laisse, Marion, nous la présenter. En effet, donc pour clore finalement ce cycle autour d'enfants violents, pour ceux qui n'auront pas la joie, le plaisir, le privilège d'assister à la journée du 16 mars, nous vous renvoyons vers le site www.institut-psychanalytique de l'enfant si vous voulez suivre un petit peu ce qui se dit avant et après cette journée. Et effectivement, aujourd'hui, nous accueillons donc Paola Martinez Takegami. Paola, vous êtes biologiste de formation et vous vous dites « l'humain, c'est pas pour moi ». Vous vous intéressez donc aux poissons, les pieds et les mains dans l'eau. Mais votre passion, la danse, prend de plus en plus de place. En Colombie, votre lieu de naissance et de vie pendant de nombreuses années, vous faites la rencontre d'une jeune femme que l'on vous envoie pour prendre des cours de danse, mais des cours de danse prescrits par un médecin, car cette jeune femme ne va pas fort. Vous voyez à quel point la danse peut être thérapeutique, peut faire du bien, mais vous voyez aussi les limites d'une approche uniquement artistique. L'humain vous attrape donc et vous vous intéressez à la danse-thérapie pour affiner vers la danse-mouvement-thérapie. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous faites des stages en psychiatrie et l'humain finit de vous convaincre, comme souvent quand on passe en psychiatrie, et c'est ce que vous voulez faire. Vous travaillez actuellement dans un hôpital de jour pour adolescents, vous y avez fondé un atelier, vous fondez, ou plusieurs, vous allez nous expliquer, vous avez fondé un atelier au sein d'une association rattachée à l'ASE, qui est l'aide sociale à l'enfance, dans un centre pédagogique avec des enfants et dans une fondation santé-études avec des adolescents. Est-ce que jusque-là, on est bon ? C'est vraiment très bien, c'est très juste. Bonsoir d'abord, merci pour cette invitation. Marion, tu as tout pris exactement dans la présentation. Effectivement, je suis biologiste de formation franco-colombienne. Au départ, je n'imaginais pas du tout me tourner vers l'humain. J'étais très bien avec mes poissons, les petites bêtes et tout. Et oui, la danse m'a beaucoup intéressée, pris. C'est vraiment une passion. Alors oui, j'ai eu une rencontre avec une jeune étudiante qui est venue à un cours pour aller mieux. Mais ce aller mieux, je ne sais pas jusqu'à quel point je pouvais lui procurer avec des cours de danse. Alors les cours de danse ont un potentiel thérapeutique, l'art a un potentiel thérapeutique, mais ce ne sont pas une thérapie, c'est pas le but premier de l'art.
Mais justement, du coup, c'est ça qui va nous intéresser ce soir, parce que nous, évidemment, notre question, ça va être un petit peu qu'est-ce que la danse, dans la manière que tu as de la pratiquer, peut nous enseigner. La psychanalyse, c'est une pratique de la parole, où on considère que le sujet a un effet du langage, dans lequel il est pris, dans lequel il est né. Et donc, communément, comme ça, dans l'imaginaire, on s'imagine que la danse, c'est précisément ce qui viendrait à la place. Donc, psychanalyse et danse, on pourrait s'imaginer que, en fait, ça fait pas valse entre les deux, quoi. Ou au contraire. Et en même temps, justement, ta formation de biologiste, et quand tu dis que ce qui t'intéressait, c'était le vivant, j'ai l'idée que quand même, précisément, c'est pas sans lien. Enfin, le vivant et la danse, le corps vivant et la danse, ça connecte. Mais C'est complètement. pas ça, voilà. Si, complètement, puisque la biologie est vraiment une science du vivant. Et nous sommes des êtres vivants, l'humain est vivant, et la danse, c'est du vivant. C'est de générer aussi dans le corps une énergie qui amène aussi plutôt du côté de la vie. Alors, je ne saurais pas trop dire si... non, plutôt, je dirais que la danse, elle ne vient pas à la place de la parole, puisqu'elles peuvent coexister. Ouais. Seulement qu'à travers le corps et le mouvement, nous pouvons aussi parler autrement. Donc, dans un cours de danse, oui, on peut discuter, on peut énoncer. Ouais. Il y a des choses aussi, des signifiants de la parole, qu'on peut les traduire par une métaphore en mouvement. Alors, par contre, moi, dans le travail que je fais pas des cours de danse. Je ne suis pas dans un travail avec les jeunes de danse. Donc, j'étais à la base formée en danse-thérapie, qui est une petite cousine de la danse-mouvement-thérapie, qui sera maintenant mon métier. Alors, dans la danse-mouvement-thérapie, nous avons quand même 3 mots qui servent à la définir. Donc, la danse, qui est un rapport à l'art, à la créativité. Le mot mouvement, qui est un rapport donc à la vie, puisque c'est l'expression de la vie, et le mouvement est universel. Il est possible chez toute personne, peu importe les conditions physiques, psychiques, d'âge, c'est vraiment l'expression de la vie. Et le mot thérapie est en lien avec une relation à un thérapeute ou quelqu'un qui a ce métier, qui va accompagner un processus qu'on espère justement amener vers une transformation psychique. Donc, c'est pas tout à fait de la danse. J'utilise des outils de la danse parce que c'est des outils super puissants, mais ce n'est pas un cours de danse. Donc il y a pas mal de différences. La formation n'est pas la même. La préparation pour le devenir n'est pas la même. Mais quand même, étant un métier qui utilise cet art, il faut avoir une très bonne connaissance de la danse et une bonne pratique. Pas forcément danseur étoile, voilà, non, mais avoir fait l'expérience justement de mouvement sur soi et de la dimension créative aussi. C'est super important. Comment vous faites valoir ce que disait Virginia et ce que vous exposez là dans une institution? Parce que vous travaillez dans plusieurs institutions. Comment vous faites valser, pour reprendre cette expression, le mouvement, le corps, l'organique, la danse et la thérapeutique dans des institutions à visée thérapeutique éventuellement? Alors, dans des institutions à visée thérapeutique, c'est un peu plus simple parce que l'objectif est déjà s'inscrire plus dans ça. Alors, plus que la thérapeutique, dans une thérapie, vraiment dans un soin. Je fais une petite différence en fait entre l'une et l'autre. Et là, vous travaillez dans... Alors, moi, je travaille dans des institutions plutôt dans de soins. Donc, l'un, hôpital de jour, plutôt psychiatrie. Et les autres, c'est aussi plutôt des soins-études ou un travail d'accompagnement. Alors après, c'est... L'autre structure, c'est plutôt des enfants placés de l'ASE. L'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, merci. Mais qui ont besoin d'un accompagnement assez poussé pour redécouvrir leur corps, vers construire aussi des limites corporelles et spatiales et tout. Donc pour faire valoir ça, alors c'est vrai que moi j'ai eu quand même pas mal de chance dans ça parce que je j'ai pas l'impression que j'ai dû à me battre ou à faire beaucoup de choses pour que ça puisse être compris. Je pouvais quand même aller. Après, ce qui marche bien, c'est mettre aussi les équipes en situation. Pour qu'ils comprennent ce que c'est aussi la pratique. C'est leur dire, venez danser. Donc venez dans un atelier de danse mouvement thérapie. Parfois, il y a un temps aussi où on peut discuter, un peu plus approfondir et puis faire l'expérience du mouvement. Juste pour
tout le monde comprenne bien, les équipes, c'est quoi? C'est des psychologues, c'est des médecins? Alors ça dépend des institutions, parce que comme je suis sur plusieurs, donc une où je suis la plupart du temps, c'est plutôt équipe psychologue, mais c'est aussi multidisciplinaire. Il y a des infirmiers, il y a des éducateurs sportifs spécialisés, éducateurs sportifs spécialisés, il y a une équipe administrative qui est là, des intervenants artistes aussi, des intervenants extérieurs et des personnes un peu avec des orientations en art-thérapie, dont moi. Et vous les faites danser alors, certains, je leur demande de temps en temps de venir pendant un certain nombre de séances pour qu'ils viennent découvrir, mais j'ai même pas en fait à leur demander puisque ils sont curieux de venir découvrir. Comment ça se passe? Ils s'inscrivent? C'est sur indication? Les participants? Oui. Alors pour les participants ou les patients, il peut avoir les deux. Il peut avoir d'abord une écoute de leurs désirs, justement, de qu'est-ce qu'ils souhaitent faire par rapport... nous avons une proposition d'ateliers, donc des ateliers artistiques ou des ateliers à différents types de médiation, sportives ou autres, animés par différents types de professionnels. Et en fonction de ça, les jeunes ils peuvent faire aussi leur choix. Donc une fois qu'on écoute cette envie, leur désir, par exemple pour moi, ils sont invités donc à participer à l'atelier, soit en individuel, soit en groupe, ça dépend. Aussi, s'ils me disent non, le groupe surtout pas, alors je ne vais pas les amener vers le groupe, mais plutôt pour construire d'abord quelque chose en individuel. Donc ça, c'est une forme, mais l'autre façon, c'est une indication. Ouais. Donc ça peut être quelque chose à niveau... ils fonctionnent avec des référents, par exemple psychologues, qui ont un lien privilégié avec le jeune, et ils vont discuter de pourquoi peut-être venir à un atelier de danse-mouvement-thérapie, donc c'est pas de danse, c'est de danse-mouvement-thérapie, peut leur être bénéfique dans le travail, dans le soin. Et à ce moment-là, il y a une indication de poser, mais c'est pas pour autant que c'est gagné pour moi. Parce qu'il y a tout un travail justement de créer ce lien qui vienne. C'est pas forcément facile de demander, je travaille beaucoup avec des adolescents, de travailler un adolescent, de se mettre en mouvement. C'est le corps dont il est question. Donc ça va pas être forcément facile. Donc c'est tout un travail, un temps à prendre pour qu'ils puissent s'investir, puissent être en confiance, se sentir en confiance et me faire confiance. Et qu'on apprenne à se connaître, puisque c'est quand même une relation humaine qu'on essaye de tisser aussi au sein des ateliers. Vous dites que ça n'est pas facile de travailler avec des... Donc on va partir avec, par exemple, l'hôpital de jour avec les adolescents avec lesquels vous travaillez. Toujours dans notre thème un peu transversal. On va pas se fixer là-dessus, mais d'enfants violents ou adolescents violents, la violence des corps, la violence du mouvement, tout ça. Comment vous travaillez dans un atelier avec ces adolescents et avec... leur corps, justement, la violence à laquelle ils ont affaire, la violence éventuellement qu'ils mettent en avant. Voilà. Comment vous faites? Qu'est-ce que c'est qu'une séance? Voilà. D'accord. Alors, je vais commencer d'abord par qu'est-ce que c'est une séance, qui nous amènera peut-être à voir un petit peu comment on peut faire avec cette violence. Faites-nous danser. Waouh, j'espère, je ne sais pas comment. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de danser étant ici assis devant le micro, mais... Alors, une séance, on peut dire que chaque séance, comme je la conçois, est une séance unique, dans le sens où on ne répète pas forcément la même chose d'une semaine à une autre. Par contre, il y a un fil conducteur, un peu comme ce que j'appelle un squelette. Moi, ça me parle en plus parce que le squelette, c'est une structure assez forte et solide dans le corps qui est intériorisée et qui est importante justement d'en prendre conscience. Donc, ce squelette d'atelier fait que j'ai des divisions, des répartitions de moments, de phases dans ma séance où il y aura toujours une phase d'accueil dans laquelle je vais pouvoir dire bonjour aux jeunes. Ça me permet de prendre un petit peu la température, comment ils arrivent, qu'est-ce qui se passe, comment ils arrivent déjà corporellement, avec quelle énergie. Donc déjà, j'ai plein d'informations. On peut se donner des nouvelles, différents sujets, s'ils ont envie. Et parfois, c'est aussi un moment où les jeunes déposent des choses qui les encombrent un petit peu. Oh, telle chose, je veux pas, ou leur envie aussi du jour. Donc c'est cette phase d'accueil. Ils se saisissent de cette phase pour parler? Oui, mais c'est pas obligé non plus qu'ils aient besoin, qu'ils aient à parler. Donc ça dépend. Ils peuvent aussi être en silence, mais déjà le corps
parlent. Il y a par ses postures, par l'énergie aussi avec laquelle ils arrivent, ça donne déjà énormément d'informations. Certains, oui, ils s'en saisissent énormément et au contraire, il va falloir freiner un petit peu pour que ça ne passe pas du côté de la parole trop, en fait, puisque l'objectif, c'est plutôt d'investir le corps. Donc oui, ils peuvent... mais ça dépend, c'est très différent, ça dépend beaucoup, exactement, même si c'est un groupe. Donc après cette petite phase d'accueil, il y a une phase que s'appelle l'échauffement. Donc c'est un mot qui est emprunté de la danse, mais qui ne vise pas le même type d'échauffement, d'accord ? Comme dans un cours de danse où on va préparer justement tout notre corps pour le mettre dans une mise en mouvement, éviter aussi les blessures et tout ça. En danse mouvement thérapie, donc en DMT, on appelle, voilà, pour faire court, c'est un échauffement qui vise aussi une préparation psychique. Donc ça va aller dans le sens de prendre conscience de différents points de tension, prendre conscience peut-être de notre état à niveau émotionnel, l'humeur du jour, prendre conscience... Qu'est-ce que ça veut dire prendre conscience ? C'est-à-dire que dans le corps, quand je peux faire un échauffement, on peut faire un petit parcours de mobiliser les différentes articulations. Et là, on peut sentir par exemple que on bouge peut-être un petit peu moins à un endroit. Ou j'ai un point qui me fait mal. Ou c'est tendu. Donc c'est sentir en fait certaines parties du corps. Est-ce que tu les nommes ? Je vais vous voyer, je t'ai tutoyé, je vais tutoyer. Voilà. Est-ce que tu les nommes ? Oui. Les parties du corps ? Tout à fait. Je nomme les parties du corps. On nomme les parties du corps avec les jeunes. Il y a des parties du corps qui sont un peu énigmatiques aussi pour certains, où ils ne savent pas exactement où ils se trouvent. Et justement, le travail est ça aussi, d'essayer de petit à petit aider aussi à soutenir une construction du schéma corporel. Pas uniquement l'image du corps, mais aussi un schéma. C'est ça. Donc déjà, dès le moment d'accueil et d'échauffement, il y a déjà l'idée que le mot et le corps, ça valse aussi ensemble et que c'est une bonne manière de rentrer en mouvement. Le corps, c'est aussi les mots qu'on pose sur le corps. Oui, il y aurait ça. Oui, dans le sens où moi je les guide. Il se trouve que c'est des participants de jeunes qui ont accès à la parole aussi. Donc ça, c'est aussi un élément. Bien sûr. Voilà. Et après, par contre, les mots ne veulent pas dire la même chose. Donc il faut que je choisisse aussi comment je vais nommer. Parce que parler du sacrum, ça ne parle pas à tout le monde. Donc. C'est quoi le sacrum ? C'est quoi le sacrum ? C'est le truc sacré dans le corps, non ? Ça pourrait être le truc sacré dans le corps. C'est dans une région quand même qui est assez particulière, surtout pour des adolescents, avec tout ce qui peut être dans leur imaginaire. Mais justement, donc ce que je donne aussi comme repère, c'est pour ça que le squelette est si important, si intéressant aussi dans le travail, c'est qu'il amène une matière aussi anatomique, de laquelle on peut amener une certaine distance quand il y a un trop-plein de quelque chose. Donc parler du sacrum est plus simple pour certains que parler du bassin, même si c'est pas la même chose, d'accord ? Mais ça se situe quand même à niveau du bassin, mais entre les fesses. Donc entre les fesses, c'est différent de parler des fesses, parce que les fesses, voilà, qu'est-ce que ça amène et tout. Et dire le sacrum, c'est l'os un peu triangulaire qu'on a en bas, à l'arrière du bassin, entre les fesses effectivement. Oui, mais parfois on a des représentations qui peuvent dire ah oui, c'est par là qu'on fait caca. Non, pas exactement, puisque c'est une partie plus dure, ça correspond plutôt au squelette. Donc ça amène différentes représentations. Mais c'est très intéressant pour nous, ça, d'entendre ça, parce que ça vient quand même dire qu'il n'y a pas de corps sans langage, sans la manière de nommer les différentes parties. Comme tu le dis très bien, sacrum, c'est pas pareil que fesses, et encore moins que entre les fesses. Et ça gêne, ça met mal à l'aise, et à quoi ça renvoie, et est-ce qu'on le sent, cette espèce de nouage entre le signifiant, l'organe, en tous les cas la partie, et ce qui se noue entre les deux, et ce qu'on peut ressentir comme affect de ce nouage entre les deux. Et en plus, ça peut se nommer devant d'autres, d'une manière, j'imagine, un peu joyeuse. Enfin, la manière dont vous le racontez, on a l'impression que c'est joyeux. Après, vous avez peut-être Alors, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de l'équipe avec laquelle je travaille, et l'humour fonctionne très bien. Alors, je veux reprendre quelque chose par rapport au corps, s'il existe en dehors de la parole et tout ça. Alors, plus que la parole pour le nommer... Alors, moi, je l'utilise. C'est vrai qu'en institution, on utilise pas mal la parole
comme moyen pour soigner. Mais c'est plus l'expérience qu'on fera du corps. Donc oui, je vais le nommer pour essayer de créer une petite séparation entre les différents systèmes du corps, mais c'est pas forcément ça qui va donner une consistance au corps. C'est le fait après de faire l'expérience de ces parties du corps et du corps qui va permettre peut-être, au contraire, par la suite, pouvoir le nommer, puisque j'ai fait une expérience, j'ai vécu mon corps, ou j'ai vécu cette chose que je ne comprenais pas, ou que je ne comprends toujours pas, mais que maintenant je peux dire que c'est différent que mes fesses. Voilà. Ce qui se passe, c'est que dans le métier aussi de la danse mouvement thérapie, c'est pas qu'il y a une chose d'abord que l'autre. C'est complètement une relation étroite, indissociable et réciproque entre le corps et le psychisme, ou le corps et donc la parole aussi. Donc il n'y a pas une qui est plus puissante que l'autre ou supérieure que l'autre, c'est que elles coexistent, seulement que le mode d'entrée pour prendre conscience de ce corps ou de mon corps ou le corps va être différent selon le jeune participant. Certains vont pouvoir le comprendre d'abord par les mots, d'autres pas du tout. Mais c'est important de pouvoir incarner les mots aussi. Mais ils vont pas être énoncés comme ça d'un coup, ils peuvent être d'abord sentis, vécus, et après, ah, c'est ce mot, ça y est, j'ai compris. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que cette pratique a des effets sur les... Puisque donc, ce sont des adolescents en hôpital de jour, vous dites que c'est rattaché à la psychiatrie d'une certaine manière. Oui. Qu'est-ce qui fait que cette pratique a des effets sur les troubles des sujets que vous accueillez ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, je vais garder ça et je finis tout de suite les phases pour ne pas se perdre, pour essayer de comprendre justement le processus. Donc, c'est le squelette. C'est ça le squelette. Pas me perdre dedans. Il faut nous diriger. Donc, on a dit accueil, échauffement. Après, il y a quelque chose qu'on appelle le processus. Et donc le processus va être le développement des thèmes que j'aurai saisis ou que les jeunes m'auront déposés ou ils ont partagés et qui vont être abordés par différents jeux d'improvisation, choses en mouvement. Et puis une dernière phase où ça sera la conclusion. Donc aller vers une fin, puisque comme on est dans une pratique qui engage tellement le corps c'est quand même quelque chose... à niveau du langage non verbal, quelque chose qui ramène beaucoup à l'enfance, qui est dans notre développement des premières choses en fait, de rencontre avec le monde. Et cette phase de fin doit nous permettre de ressortir de cet état très enfantin parfois, donc pour pouvoir retrouver aussi l'extérieur. Donc voilà, ça c'est les phases. Après, qu'est-ce qui va faire que ça peut amener... un travail justement dans le soin. Alors il y a plusieurs choses. Je mets beaucoup l'accent sur le mot processus. Oui. Donc déjà il va avoir quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui va, je l'espère, parce que la plupart du temps c'est possible, et en plus dans cette institution où je travaille, c'est d'avoir le temps pour accompagner les jeunes à découvrir des choses. Oui. Donc, alors il y a cette temporalité, ce temps, ce processus. Il y a le fait que dans mon travail, l'idée c'est de toujours partir d'où il se trouve le jeune. Donc c'est pas moi qui va venir imposer beaucoup de mouvements ou proposer un tas de choses. C'est que je dois être au plus près de ce qui existe déjà, de ce qu'il y a, pour petit à petit tirer des petits fils pour amener à explorer d'autres choses. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que tu pars en fait de ce que tu perçois, de ce qui peut être le mouvement du corps particulier, singulier que tu as en face de toi, pour l'amener à certains mouvements. C'est pas le dressage du cours de danse classique, par exemple. Alors, c'est justement, les objectifs sont très différents. Voilà. Même si j'adore la danse classique. Alors, ce qui se passe là, c'est que l'idée... Alors, je l'expliquais un petit peu à Marion quand on s'est vu, c'est que l'objectif d'un atelier en DMT, c'est inviter le participant ou le patient à enrichir leur palette de mouvements, un peu la bibliothèque gestuelle. Ce qui se passe avec nos jeunes ou les jeunes qu'on accueille, c'est que souvent, ils sont figés dans une qualité de mouvement, ou un type de mouvement, une énergie, de par leur pathologie, de par leur vécu. Et le problème est qu'ils n'arrivent plus à modifier parfois cette énergie. Quand on est cristallisé dans un état,
c'est très difficile de s'adapter aux différentes situations qu'on rencontre dans la vie. Et nos émotions ne demandent pas le même type de qualité de mouvement aussi. Ce qui fait que le travail va être de trouver les moyens de les inviter à enrichir ça. Donc c'est mettre, comme la palette de l'artiste, que je disais du peintre, s'ils n'ont qu'une couleur, c'est inviter par différents jeux à mettre une deuxième couleur dans la palette. Donc, une par troisième. exemple, un ado qui arrive avec la seule couleur rouge de la colère ou de la violence ou de l'agressivité, qui arrive en atelier avec ça. Voilà, je ne sais pas comment ça pourrait se représenter, mais comment vous faites avec ça, par exemple ? Alors déjà, si on décrit par exemple, pour vous, dans le commun, comment vous décrivez les mouvements de la colère ? Oui, c'est ce que j'étais précisément en train de me demander, parce que c'est vrai que du coup, moi, par exemple, j'avais deux images différentes. Oui. À la fois la position complètement statique et contenue qui prête à exploser. Contenu, tu dis à niveau des tensions, dans le corps retenu, d'accord, prêt à exploser, d'accord. Et de l'autre, celui qui fonce droit sur toi. Oui, et bien justement, donc ce qui se fait que la colère, les émotions vont avoir aussi des matices, des nuances. Voilà, elles ne vont pas s'exprimer de la même manière chez tous les individus. Donc moi par exemple, je ne vais pas parler d'un mouvement de colère, puisque c'est une émotion qui va être associée et seulement le jeune va pouvoir me dire si c'était vraiment de la colère ou pas. Par contre, je peux observer une qualité de mouvement, donc je peux dire qu'il y a une certaine énergie. Donc, est-ce que c'est une énergie plus intense, avec une vitesse, laquelle, avec une direction ou pas ? Il y a plusieurs choses que je peux décrire à niveau du mouvement. À partir de ça, le jeu va être, je dis le jeu, c'est pas forcément le jeu pour eux, le fait de dire c'est la colère, et puis, mais le travail, comme dans la danse mouvement thérapie, on utilise le langage métaphorique de l'art et de la danse. Ce qui fait que cette colère, elle va pouvoir exister à l'intérieur de l'espace, mais je vais lui offrir un cadre sécurisant, qu'elle puisse s'exprimer, dans laquelle ni le jeune ni moi, on soit en danger d'une certaine manière. Parce que prendre des coups, c'est pas possible. Mais toute cette énergie qui peut-être déclenche ces coups, il faut quand même qu'elle puisse s'exprimer quelque part, ou d'une certaine manière. Donc, tous les jeux, l'histoire va être d'essayer de trouver des propositions dansées ou des propositions de mouvement qui vont lui permettre de mettre ça sans se faire mal. Voilà, ça peut être, par exemple, taper très fort sur des ballons de baudruche. Ça, c'est super intéressant, par exemple. Bon, utiliser des objets, ça peut aider. Ça me donne envie de le faire, en tout cas. Parce que, justement, en plus, ce qui est parfois, ça peut être un peu énervant, c'est que le ballon de baudruche, entre plus fort on tape, moins il fait ce que vous voulez. Ce qui fait qu'à un moment donné, on fait avec. Ça fait une matière qui résiste, quand même. Mais le ballon de baudruche, en plus, il peut être aussi associé à un imaginaire. Donc souvent c'est associé à des fêtes, parfois c'est des choses joyeuses, parfois un peu moins, mais ça peut être un outil. On peut aussi jouer justement à donner des coups en l'air, mais ils ne vont pas être dirigés à l'un ou l'autre en s'assurant quand même qu'on ait de la place. Et le travail va être petit à petit à trouver comment transformer ça. Parce que être tout le temps dans un registre très fort, énergique, où ça ne s'arrête plus, ça épuise énormément le corps. Et donc, comment faire pour que le jeune puisse sentir une autre possibilité d'être ? C'est intéressant que ça ne s'arrête plus, parce qu'effectivement, un mouvement, ça a un début et une fin. Donc, ça vient aussi mettre une limite, parce que pris dans ce rapport qui n'est pas un cours, évidemment, mais où il y a ta parole, ton regard, quand même, ta proposition, comme tu dis, c'est une proposition dansée. Bon, c'est très signifiant quand même en même temps tout ça, et qui vient encadrer un mouvement du corps, mais qui a donc un début, une fin. Et bon, tu disais métaphore, peut-être on y reviendra. J'avais aussi une autre question. Est-ce que tu travailles avec un miroir ? Non. En danse mouvement thérapie, et puis beaucoup pour ma pratique, je n'utilise pas de miroir. Donc les miroirs dans les salles, c'est des premières choses avec lesquelles je dois un petit peu batailler dans les espaces où j'interviens, c'est de m'assurer que les miroirs puissent être cachés. C'est pas que le miroir soit interdit, c'est que le travail,
se fait plutôt dans une idée de partir du ressenti pour porter un regard sur soi-même que du regard qui va être reflété par le miroir. Et de plus, le miroir, il va être très associé au cours de danse, justement. C'est pas que ça soit une mauvaise chose, il a vraiment son utilité. Mais je travaille quand même avec des jeunes, des ados, pour qui aussi le regard est vachement important et il n'est pas toujours, je vais reprendre le terme quand même, bienveillant, même si dans la fois dernière, il y avait quelque chose qui avait été repris de ce côté. C'est quand même, il y a quelque chose sur le regard, qu'est-ce qu'il me veut l'autre, est-ce qu'il me veut du bien, est-ce qu'il me veut du mal. Et il y a quelque chose par rapport à la transformation corporelle qui fait que ça peut revenir tout d'un coup d'une manière très forte. Très violente. Oui, c'est pas avoir peur de son image, mais qu'est-ce qu'on fait aussi avec son image? Et puis l'idée, c'est pas me voir dans le miroir et je regarde qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis bien, puisqu'il n'y a pas de ça, en fait, dans un atelier de DMT. C'est pas l'objectif. Voilà, le corps dans la pratique de la danse mouvement thérapie, c'est pas le corps de l'image corporelle. Alors, si, quand même. À terme peut-être, mais c'est pas celui-là qu'on va chercher dans une jubilation face à un miroir, etc. Même s'il y a quand même ton regard. Oui. Alors, je vais reprendre dans le sens où c'est pas l'image corporelle celle qu'on donne à voir ou qu'on montre aux autres. C'est l'image corporelle celle qu'on construit de l'intérieur. C'est quelle image je commence à porter sur moi-même. Donc c'est dans ce sens de cette construction de mon image, de comment j'habite mon corps, comment je m'approprie de ce corps. Donc c'est pas celle du selfie, c'est pas voilà, c'est une autre qu'on essaye ou que j'essaye justement de soutenir. Donc oui, ça va être une image dans le sens de l'imaginaire, de cette représentation qu'on aura de soi-même, mais ce n'est pas celle que je suis qu'une apparence, une forme, une image sur... D'autant que pour beaucoup d'adolescents que tu reçois, j'imagine que précisément l'image corporelle est plutôt morcelée qu'autre chose, et que des jeunes, voilà, plutôt en défaut. Et la fonction de ton regard justement sur leur corps, comment ça se passe? La fonction de mon regard sur leur mouvement, corps, en tous les cas. sur le mouvement. Alors, le type de regard... comment je vais le signifier ou l'aborder avec change selon les jeunes. Et bien sûr. Il y en aura certains qui ne voudront surtout pas être regardés. Et donc, il n'y a pas un regard direct, mais il faut tourner un peu le regard. D'autres, au contraire, qui vont être complètement figés, voir si je suis en train de les regarder. Et donc, il faut les rassurer dans le sens où ils n'ont pas besoin que j'approuve ce qu'ils font, qu'ils peuvent se détacher de ce regard. Il y a d'autres qui le cherchent, mais pour être rassurés. Donc, il faut quand même être là pour les rassurer. Donc, c'est quand même omniprésent, que ce soit par ne pas être regardé, ou l'être, ou la réassurance. C'est omniprésent aussi la question de quel regard porter. Mais la distance aussi, justement. Alors, c'est un regard de thérapeute, de DMT, de toute façon, où il y a aussi une observation du mouvement. Donc, dans notre formation, on a... un apprentissage de ce qu'on appelle l'analyse du mouvement. Et c'est pas forcément des grilles, mais c'est des concepts ou des choses concrètes à niveau du mouvement qui vont nous permettre d'aller vers un regard un peu plus objectif. Même si on parle de subjectivité, ça passe par nous-mêmes, donc c'est quand même un peu subjectif, mais ça nous permet quand même d'avoir quelque chose de plus partageable avec d'autres, dans le sens où on ne va pas avoir trop de différences. Donc il y aura ça. Donc il y a quand même ce regard un peu plus technique, entre guillemets, qui les accompagne. Mais le regard implique aussi le non-regard, ou le travailler les yeux fermés, par exemple. Et donc, ça, ce que vous êtes en train possible. de nous dire, c'est que vous offrez à des adolescents en hôpital de jour un lieu avec un accueil, avec des mots pour leur permettre de rassembler leur corps, un espace sécurisant, tout en les protégeant du regard dans tout ce qu'il a éventuellement de non bienveillant ou en tout cas de malveillant. Mais c'est de la folie. C'est génial. Absolument. Oui, c'est un peu dans cet objectif, dans cette perspective. Parfois, j'arrive pas mal à le faire. Parfois, j'arrive
pas trop, donc c'est tout un travail d'ajustement aussi en continu, en permanence. Après, j'ai aussi la chance de travailler avec des équipes, super équipes, c'est à plusieurs, qui peuvent justement... Alors moi, je suis seule en atelier, mais en dehors des ateliers, ça peut être repris. Ce qui fait qu'il y a des éléments... D'un lieu utopique. Oui, mais après je disais c'est pas utopique parce qu'il existe. Absolument. Donc oui, il y a quelque chose dans ce sens où oui, je suis assez attachée cette façon, cette philosophie de travailler dans le soin et dans l'accompagnement des adolescents. Vraiment, oui, un travail vraiment dans l'humain, tel que moi je pourrais le... Oui. Dans l'humain. Mais alors, ce ne sont pas des poissons. Eh non. Même si je parle de poissons avec les jeunes aussi, et ça m'arrive en atelier de parler de poissons. Parce que ma formation comme biologiste, elle est toujours présente en fait. Et ça me permet au contraire de donner des points d'appui quand je dois désamorcer des situations un peu plus complexes. Où je peux donner des repères, des choses qui peuvent être un petit peu plus détachées d'affect, entre guillemets. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se penche un peu sur ces situations un peu plus complexes après avoir entendu IBI nous parler de comment elles font, elles, avec le regard dehors. Quand vous parlez de l'hôpital de jour avec ces adolescents, je repense à il y a quelques années en arrière, lorsque j'ai été stagiaire dans ce même hôpital de jour, à un atelier non pas de danse-mouvement-thérapie, mais un atelier de football. Et il se trouve que j'étais sur ce terrain, stagiaire psychologue, très en mouvement, et à un moment, voyant un jeune ado foncer vers moi comme une espèce de Formule 1, je n'ai pas pu bouger, j'étais sidérée. Et effectivement, comme je n'ai pas pu faire de pas de côté, il m'a foncé dedans. Il y a eu trauma. Il y a eu collision, il y a eu trauma, je suis tombée par terre, je n'ai pas pu me décaler. Et finalement, ce que vous semblez dire, et on va en parler un peu, c'est que vous, dans la danse-mouvement-thérapie, le travail, c'est aussi de faire des pas de côté pour éviter la collision. Alors, c'est souvent ce que j'ai à faire, dans le sens à comment détourner ou désamorcer des situations qui pourraient au contraire être hyper bloquantes, en fait. Et c'est justement à partir de ça, de quoi je me saisis et par où je peux passer. Donc, on parle beaucoup de la stratégie du détour. Donc, par où je vais pour pouvoir toucher ce dont il est question. Puisque si je le prends de face, je vais rentrer dans le mur. Ça va être compliqué. C'est frontal et exactement. C'est l'axe imaginaire et ça devient un conflit. Donc c'est ce pas de côté, mais alors c'est un petit mouvement de côté qui va enchaîner sur quelque chose. Mais les jeunes, c'est eux qui me montrent aussi ce chemin en fait. Donc ce cheminement qu'on fait ensemble permet que je puisse aussi le faire. Bien sûr, après il y a une formation, peu à peu une expérience, mais très souvent ils donnent la clé. Et justement, il donne la clé, donc ça voudrait dire que vous n'avez pas de cadre ou que vous n'avez pas une idée un peu de ce que vous faites. Ça voudrait dire faire n'importe quoi. Eh bien, exactement. Très bien. Il y a un squelette, Marion. Alors oui, justement, il y a un squelette qui sert de trame et il y a un cadre qui est très, très clairement défini. Déjà, l'espace, le temps, l'horaire dans lequel on se trouve, si c'est un individuel, un groupe, ça permet justement de repérer. Depuis ces jeunes que j'accueille, c'est important qu'ils puissent se repérer dans le temps, l'espace. Mais on a aussi des règles dans l'atelier qui vont permettre une inscription aussi dans cet espace. Je peux les nommer pour donner un exemple justement de ces règles. Alors maintenant, j'en ai que 3 règles. Quand j'ai démarré, ce que j'en discutais un petit peu, avant j'avais peut-être beaucoup plus de règles. C'est toujours comme ça. Voilà. Mais le cadre, il est fait un peu pour nous rassurer, nous. Moi, c'était pour me rassurer. Le cadre, c'est pur. Et voilà, exactement. Donc maintenant, c'est 3 règles en atelier. Donc d'abord, la règle de la bienveillance, dans le sens où c'est important pour ces ateliers, puisque l'idée, c'est que l'autre... il ne soit pas persécutant aussi. Donc, qu'est-ce qu'il me veut l'autre ? Oui, il peut quand même dans ce cadre me vouloir du bien pour que je puisse m'investir. Donc, il n'y a pas de jugement, pas de critique, c'est encadré dans cette règle pour pouvoir que les mouvements puissent advenir tels comme ils sont. S'ils sont forts, ils sont forts. S'ils sont faibles, plus doux, ils sont plus doux. Il n'y a pas de notion de beau ou de moche. Et puis, il y a une deuxième règle qui est la règle du respect.
respect verbal, physique, de soi-même, des autres, des objets, qui va permettre aussi que tous ceux qui sont dans l'espace puissent quand même s'investir. Parce que ce n'est pas du tout sympa, plus que... Bon, j'ai utilisé le mot sympa, mais ce n'est pas forcément le bon mot, d'aller se prendre des coups de pied ou coups de poing quand on essaye d'investir son corps. Donc quelque chose qui peut être très préoccupante aussi, angoissante. Et j'ai une troisième règle, c'est que rien n'est obligatoire en fait au sein de l'atelier. Donc ils décident s'ils participent activement en tant que personne en mouvement ou s'ils participent activement en tant que personne observatrice. Et ils peuvent jongler entre les deux. Voilà, c'est ces trois règles. J'aimerais revenir sur justement la notion même de mouvement et de ce que tu as dit au début sur le corps, sentir... sentir telle partie, tu as commencé comme ça au moment des échauffements, et là avec le mouvement, quelle est finalement la visée, tu vois, dans ce rapport à sentir son corps? Par rapport au mouvement, alors, je ne suis pas sûre... L'idée, c'est que c'est le mouvement du corps qui va faire qu'on va accéder à sentir son corps, parce que ça n'a rien d'évident de sentir son corps, en fait. Alors... Et de sentir qu'on a un corps. Oui et non. Parce que ça va dépendre beaucoup des jeunes aussi, et où ils en sont aussi dans leur processus, voilà. Donc pour le non, c'est pas en disant que voilà, je vais sentir mon corps, puisque je ne sais même pas où est mon bras. Je n'ai pas de conscience forcément. Donc ça va être trouver des moyens pour que mon bras puisse être senti, peut-être par un contact, mon propre contact, mais que je puisse le sentir attaché ou relié à mon tronc. Mais justement, dans les cas d'enfants qu'on peut recevoir, d'adolescents, ou précisément dans les cas de psychose, par exemple, où le morcellement du corps prime, que le bras soit attaché, ça n'a rien d'une évidence, de sentir que c'est son bras, de pouvoir dire « j'ai mon corps », tout ça précisément, ça vient nous enseigner sur... ce qu'on oublie quand on a l'impression que voilà, on a un corps, c'est le nôtre, qui est que au départ, le rapport à son corps, c'est un rapport énigmatique. La présence à son corps, ça n'a absolument rien d'évident, et que ça n'a rien de naturel de sentir qu'on a un corps. Mais c'est pas naturel. Une chose, c'est avoir un corps, et autre chose, c'est habiter son corps. Voilà, c'est pas les mêmes choses. Mais par exemple, avec les jeunes patients psychotiques. Par exemple, si le fait de passer par un tapotement du bras pour aller chercher la structure qui vibre à l'intérieur, donc l'os, qui peut amener une vibration dans le reste du corps, n'est pas suffisante, c'est peut-être aussi parce que là où il y a quelque chose à travailler n'est pas à cette phase-là. Elle est encore plus... précoce dans le développement. Et peut-être c'est un travail qui va devoir passer par tout un jeu d'enveloppement, par des jeux de tissu, de s'entourer d'un sac de couchage, puisque j'ai dû intégrer ça par exemple avec un patient où il partait, ça éclatait, et justement lui par contre il pouvait partir dans des coups de poing, des trucs. Et l'important, le travail nous a amené à... il m'a fait part, pas verbalement, mais dans cette rencontre avec lui, que ce dont il était question, c'est de trouver un petit cocon. Quelque chose qui puisse le permettre de se rassembler, de pouvoir avoir des contours à niveau du corps. Et ça nous a amené à intégrer un sac de couchage qu'un de mes collègues a gentiment apporté et nous a fait don en atelier. Et le travail, par exemple, de l'atelier, c'était de lui permettre d'être dans un enveloppement rassurant, qui lui permettent petit à petit de sentir son corps. Mais ça passait par des jeux. Par exemple, à l'intérieur du sac de couchage, peu à peu, je pouvais venir... donc lui était dedans, et en gardant toujours cette barrière, cette limite pour faire tiers du sac de couchage, je pouvais venir appuyer, par exemple, sur une partie du corps où je faisais une résistance pour qu'il pousse dans l'autre sens. Donc ce simple jeu amène une augmentation de la tonicité. Donc si le squelette n'est pas suffisamment intégré, je peux faire appel à ce deuxième squelette qui est la structure musculaire, et ça peut contenir. Donc peu à peu, cette façon de contenir, de créer un contour va permettre peu à peu de sentir qu'on a des contours un peu mieux délimités
qui peut-être après vont me permettre de dire oui, j'ai mon bras est attaché aussi à mon tronc, tout fait une unité. D'accord ? C'est vraiment Donc ça dépend des étapes. C'est vraiment passionnant parce que ce qui fait vraiment complètement écho à la psychanalyse, en l'occurrence d'orientation lacanienne, c'est qu'en fait, là, on déplie à peu près toutes les conceptions qu'on peut avoir du corps. On pourrait imaginer que la danse, c'est, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la danse classique, le tutu, le voile, etc. Donc un corps très phallique, très phallicisé, caché, qu'on va déshabiller petit à petit, ou que la danse, c'est l'image narcissique dans le miroir, on se regarde, je suis beau, je suis pas beau. Et toi, ce que tu nous dis, ce que tu nous enseignes, c'est que tu as affaire justement au vivant du corps, à un corps qu'on pourrait dire dans notre jargon à nous, réel, et à un corps qu'on a. Je vais vous lire une citation de Lacan dans le séminaire 23, qui est à la toute fin de son enseignement, qui s'appelle le symptôme, et qui renvoie justement à cette conception du corps qui n'est pas le corps du miroir, qui n'est pas le corps phallicisé, mais qui est vraiment le corps réel. Il faut bien que vous réalisiez que ce que je vous ai dit des rapports de l'homme à son corps, et qui tient tout entier dans le fait que l'homme dit que le corps, son corps, il l'a, déjà dire son, c'est dire qu'il le possède, comme un meuble, bien entendu. Et ça n'a rien à faire avec quoi que ce soit qui permette de définir le sujet, lequel ne se définit d'une manière correcte que de ce qu'il est représenté par un signifiant auprès d'un autre signifiant, c'est-à-dire par le langage, je suis ceci, cela, etc. Alors, je te soumets cette proposition à la fin du paragraphe, j'extrais une partie au milieu. Il y a quelque chose dont on est pourtant tout à fait surpris que ça ne serve pas plus le corps comme tel, c'est la danse. Ça permettrait d'écrire un peu différemment le terme de condensation. Condensation chez nous, ça renvoie à métaphore quand même. Toi, tu disais tout à l'heure, je propose des métaphores. Là, Lacan semble suggérer que la danse, alors en l'occurrence, il n'était peut-être pas au courant de la danse mouvement thérapie, ça vient pas faire métaphore. Et je me disais finalement à travers ce que tu nous dis, ces ateliers, ils prennent aussi leur fonction, comme tu l'as dit tout à l'heure, au sein d'une institution et d'un travail pluridisciplinaire. Et c'est peut-être ça qui peut permettre un peu de faire que ça serve le corps, que ça le sert un peu plus aussi, que ça lui permette un peu plus de tenir. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où cette représentation de la danse que tu as décrite juste avant, c'est un peu la représentation qu'on peut avoir du commun, qui est plus stéréotypé, voilà. Mais la danse n'est pas que ça. Bien sûr, mais elle n'est même plus, voilà. C'est un langage vivant qui travaille sur des expressions des émotions, qui a un fort potentiel thérapeutique, mais c'est pas l'objectif. La DMT a saisi ça, parce que d'ailleurs elle a émergé, elle est née grâce à des danseuses, pédagogues, des personnes vraiment engagées dans le travail, qui ont mené la danse dans les lieux de soins. Et elles ont complété leur travail par des formations en psychologie, il se trouve, voilà. Mais là, la DMT est faite pour pouvoir, ce cadre, même si moi je travaille en institution et ça me plaît énormément, parce que je trouve aussi mon compte, et je suis avec des équipes, et là surtout dans ce lieu, que je trouve admirable. En fait, c'est vraiment des professionnels compétents dans leur domaine. La DMT existe même en dehors, puisque le cadre et la discipline est faite pour viser justement ce soin. C'est la différence des pratiques de danse-thérapie, par exemple, qui peuvent avoir une thérapeutique, mais n'ont pas un cadre de thérapie. Ou des ateliers de danse adaptée ou de danse intégrée, qui visent un travail avec des personnes en situation de handicap, qui a un travail plutôt artistique, pédagogique. Il y a plusieurs représentants en France qui font un travail formidable en danse adaptée et danse intégrée. Mais ce n'est pas le même registre. Donc la DMT, elle existe même indépendamment de l'institution. D'autres cadres qui utilisent la danse vont avoir cet effet parce qu'ils s'inscrivent dans ce cadre de l'institution. Donc ça, c'est une différence aussi par rapport à la pratique. Après, c'est pas non plus super amusant de travailler tout seul dans son coin, mais oui, il existe une pratique libérale
aussi qui a ce travail de transformation du psychisme et du corporel à travers la danse et le mouvement. Donc, effectivement, la question du corps est omniprésente, enfin en tout cas elle est omniprésente pour nous dans l'intérêt qu'on porte à ce que vous dites. Et la question de la violence, est-ce qu'il y en a? Parce que finalement, on est parti de là pour s'en dégager tout de suite, parce qu'en fait, au fond, c'est ça votre pratique, c'est de vous dégager de ça. Donc on voit bien que c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Mais est-ce que vous pourriez peut-être dire un petit mot? Parce que ça peut arriver, ça arrive, et comment vous l'intégrez dans la palette, comme vous dites? D'accord. Alors, juste avant, par rapport à la métaphore, c'est pas forcément moi qui propose les métaphores, c'est les mêmes jeunes qui amènent la métaphore. Oui, de cette violence aussi, peu à peu dans le travail. Donc, alors, déjà, c'est difficile de travailler dans des situations où les jeunes sont très débordés par des mouvements physiques, où ça renvoie beaucoup de coups. Donc ça, il faut d'abord essayer de calmer un petit peu pour qu'on puisse aller un peu dans le travail. Mais cette violence, elle se manifeste de plein de façons différentes. Donc, elle peut se manifester vers l'extérieur, elle peut être adressée à des choses extérieures, même imaginaires, posées en dehors de soi, mais elles peuvent se manifester sur soi. Et donc, c'est des moments, y a des jeunes qui se font beaucoup mal, scarification, donc le corps va transmettre cette information. Donc, dans le travail, c'est d'essayer que cette violence... Alors, je ne peux pas avoir une réponse... Alors, tant qu'on est tous en sécurité, parce que c'est important pour pas... c'est de quand même lui laisser un espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Parce que la violence... Bon, on dit c'est un enfant violent, mais après ça, on dit quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait ? Qu'est-ce qu'elle vient interroger ? Qu'est-ce qu'elle vient nous poser là et puis nous la jette comme ça ? Qu'est-ce que je fais avec cette violence ? Donc, il y a différents types de violences. Il y a certains qui vont se manifester en étant complètement au refus, une opposition totale, forte, qu'on reçoit ou que moi, je peux recevoir comme violente aussi, dans le sens où il n'y a rien qui prend. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment faire un pas de côté, là ? Et justement, c'est ça le travail. C'est ça ce qui est en train de dire. Et ok, donc comment je laisse cette place pour que les choses puissent se faire et comment faire ce pas de côté ? Et il y en a des exemples comme ça où il y a une jeune patiente qui rentre, je ne fais rien, je ne vais pas bouger, je viens, mais voilà. Je dis, très bien, tu ne bouges pas. D'ailleurs, je vous vois, donc vous ne bougez pas. Mais voilà, comme ça, fermé. Et puis, en la connaissant un peu, moi je sais qu'il y a une musique qui l'anime et je mets la musique. Et donc cette petite musique, parce que je la connais, parce qu'elle m'a donné cette clé, je sais que ça l'anime d'une certaine manière. Et je me mets à danser, on a un atelier en individuel, et à un moment donné, elle regarde comme ça du coin de l'œil. Et moi je continue comme si rien n'était. Je bouge pas. Je dis mais non, vous bougez pas, vous avez le droit. C'est dans le cadre. C'est possible. Mais comme ça, ferme. Et c'est quand même parce que je fais comme ça. Donc à un moment donné, je peux dire j'annule l'atelier, on fait rien ou je fais avec ça. Le repos, c'est une forme de mouvement. Et là, mais c'est une résistance forte. Et là, petit à petit, je vois. Et puis la musique, c'est quelque chose qui l'anime. Et à un moment donné, elle me dit je peux venir. Mais bien sûr. Et puis voilà, ça défait le truc et on va sur un duo. Donc il y a plein de façons différentes d'aller et de l'aborder. Mais oui, il est présent parce que le corps, il le manifeste. Il exprime souvent les jeunes. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir témoigné de comment vous faites des pas de côté au quotidien dans des institutions. C'est votre manière de militer, vous disiez. Je suis assez d'accord avec ça. En tout cas, ça m'a particulièrement touchée. Et Rabah Valou, qui a assisté à l'émission, a dit « Je comprends enfin pourquoi je suis installée de manière précaire dans mon corps. » Donc, et ça va être le mot de la fin. Donc, on peut dire qu'on a bien réussi notre émission. Voilà. Donc, rendez-vous le vendredi 5 avril pour la prochaine. Rendez-vous le vendredi 5 avril. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on va danser alors. Voilà, c'est parti. Allons danser. Allons valser.